Très bien. Donc, c'était un beau départ. Juste comme mise à jour, le président, le sénateur Gillibrand a atterri, elle est dans la voiture, elle est ici. Donc, je vais lui demander de nous rejoindre. Donc, après les formalités. Donc, je voudrais... Donc, je voulais vous promettre aussi qu'on a des sections très intéressantes qui seront facilitées par Fidel Saïd. Donc, ne soyez pas impatients si je ne vous appelle pas tout de suite, parce qu'on a une journée et demie ensemble. Je voudrais aussi appeler Abdelaziz et puis Amo. Merci, Karen. Merci pour l'invitation, c'était gentil. Et aussi merci à M. Carter. Je voulais parler de l'écart de mise en application et aussi le rôle et l'obligation des États. Donc, pour ce qui est des États, quand il s'agit de religion d'État, ils disent qu'il n'y a pas grand-chose à faire, c'est la culture, c'est la religion, ils ne peuvent pas intervenir. Mais au même moment, bien souvent, c'est les États qui ont un grand intérêt et d'incarner, de continuer l'identité nationale et puis former l'identité de leur peuple à différents niveaux. Et au deuxième moment, donc entre la religion et la culture, il y a une intersection, donc les deux s'influencent. Donc il y a les différentes pratiques de religion dans différents pays. Donc il y a l'influence de la politique et de la religion. Et puis ça peut changer l'interprétation des choses. Donc, pour ce qui est dans les droits de l'homme international, ça s'appelle la diligence. Donc, ça enlève la justification comme la culture. Donc, il y a l'obligation primordiale d'éliminer la violence quand les vies sont en danger. Donc, il faut mettre la responsabilité sur les États. Et puis, si on considère les États et voit le rôle des États, ça peut aider à aborder les sujets dont on a parlé, le manque de respect des lois, donc aussi aider à éliminer l'impunité. Et aussi ceux qui font une mauvaise interprétation de la religion. Donc, on sait qu'il y a beaucoup d'efforts pour ce qui est de l'interprétation de la religion peut se faire seulement dans les pays où les gens ont la liberté d'expression. Ils peuvent exprimer leur opinion. Donc, dans certains pays, donc c'est pour ça que pour les imams, ça se fait en dehors. Donc, par exemple, en Arabie Saoudite, il n'y a pas de liberté pour faire ça. Donc, je voulais rappeler à tous que quand on considère le problème de culture et de religion et de voir le rôle important de l'État bien décrit et de rendre les États responsables de jouer leur rôle. Merci, Catherine. Do we have the wireless mics set up on the back tables, our sound people? Can we get those out here, please? Adam, up in the booth. Thank you very much for giving me the opportunity to speak. Merci de me donner l'occasion de parler. Je voulais partager mon expérience personnelle. Je parle des jeunes qui travaillent sur le terrain pour aborder les problèmes de violence. Et aussi, je crois fermement qu'il n'y a pas de mariage là-bas. Et donc, c'est basé sur beaucoup d'expériences et puis d'autres réunions.
Donc, maintenant que je suis ici assis dans cette session, donc je vois maintenant qu'il y a des moyens, qu'il n'y a pas le mérite, mais au moins on arrive à se retrouver à table. Mais je voulais aussi soulever ce que les collègues ont dit, qu'on doit vraiment faire attention, être prudent, qu'il y a un peu, les résultats sont là, mais pas tout le temps, et des fois c'est difficile à voir. Donc, pour être efficace dans ce que nous faisons, et puis mettre en œuvre les ressources qu'on a et de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas et dire avec courage ce qui ne marche pas et chercher à trouver d'autres mécanismes ou bien d'autres approches de solutions. Donc, ce que j'entends des autres, donc des discussions vraiment formidables. Je veux remercier mon groupe aussi pour leur participation. C'est le développement. Je ne veux pas dire développement, mais des discours alternatifs. Et comment avoir des discussions dans le grand public, peut-être pas sans ne pas éviter d'impliquer les leaders de communauté, mais de trouver de différentes manières d'avoir des autres acteurs de la communauté et les impliquer dans ces discours, ceux du grand public. Et donc, essayer cette approche et faire l'évaluation. Donc, les façons traditionnelles d'aborder la religion, faire les formations, ne peut pas être effectif et peut-être peut être coûteux. Donc, on va chercher à avoir différentes façons de faire et les évaluer et voir comment on a pu réunir les 4 groupes de manière effective qui amoindrit les coûts. Et parce que ceux qui sont sur le terrain savent que les choses ne sont pas si faciles. Donc, j'ai Chrissy Van et Dior. Merci. Cette discussion nous aide à réfléchir pour le centre basé à Washington, D.C. Je voulais aussi aborder ce qui a été évoqué par Susan pour ce qui est de notre dépendance de la résolution 1325 pour les plans d'action national. Et j'ai souvent pensé que je vais donner crédit à Belandé, que quand les femmes sont en position de pouvoir, ils doivent prendre le devant. On suppose qu'ils comprennent comment diriger dans ce cadre de monde dominé par les hommes. Donc, les femmes et les hommes travaillent dans des contextes d'oppression qui peuvent psychologiquement les affecter et ils ne peuvent pas à eux-mêmes. Je pense qu'il faut mettre beaucoup plus d'accent, mais que pour même les femmes qui sont à poste de position, on n'a pas réussi là-bas. Parce que ces femmes même ont besoin de soutien pour pouvoir parler ouvertement, surtout parmi les minorités où il y a le problème de pouvoir. Je vais utiliser l'exemple que j'ai trouvé sur l'Afrique pour les initiatives de femmes, et que bien souvent ces femmes en ces postes-là on rencontre des défis très difficiles et des tensions et qui les empêchent de prendre des décisions. Donc, ils vivent dans une société où les gens, même la foi, mais ils n'arrivent pas comment opérer dans leur propre travail. Et bien souvent, c'est clandestinement ou bien secret ils mènent ces conversations. Et donc, la plupart de ces premières dames
continuent de travailler sur ces projets, mais bien souvent, elles sont exclues de ces conversations parce qu'elles n'ont pas elles ne viennent pas parler, on ne leur donne pas la parole en tant qu'experts. Et donc, elles continuent à appeler pour le soutien, surtout pour nous qui travaillons, nous prenons de devant et travaillons sur le terrain, et surtout ceux qui travaillent dans les contextes vraiment patriotiques. Et puis, il y a le problème de confidentialité à cause des problèmes de sécurité. Je voulais demander à tous qu'on n'a pas fini, que si on est en poste de pouvoir, que ce soit au Parlement ou bien à la tête d'une coopération ou bien d'une société. Donc, on doit aussi les inclure dans ces conversations parce qu'elles-mêmes subissent des pressions. Donc, parce qu'ils vivent dans un environnement où leur sécurité est menacée. Donc, il y a les nouveaux modèles de leadership. Bien souvent, je demande quelle est votre philosophie de gouvernance ou bien de leadership. Donc, mais je pense que ça marche parce que si le modèle ne nous suit pas, mais on peut être des personnes qu'on appelle femmes en position de gouvernance. Donc, on a mentionné ça parallèlement à ces conférences et à ces discussions. Et je vous demandais de mettre vos casques, vous voulez avoir l'interprétation. Il y a Timothée et quelqu'un d'autre. Micro, s'il vous plaît. Je vous remercie. Je voudrais d'abord remercier le président Carter et le Centre Carter pour cette opportunité qu'il nous offre justement d'avoir, je pense, ce qui nous manque le plus, à savoir cet espace de discussion et de réflexion qui nous permettent d'avoir des échanges. Car lorsqu'on fait un constat, on se rend compte que si les méthodes d'approche sont différentes dans les différents continents dont nous venons, les problèmes sont les mêmes. Les problèmes sont exactement les mêmes et cela fait des années que cela dure. Je voulais simplement dire qu'il est important, et je suis d'accord pour ceux qui disent qu'il faut la collaboration et la conjonction de toutes les forces, et en commençant par les chefs religieux qui ont un pouvoir important dans certaines régions, et aussi de toutes les autres forces, à savoir les hommes. On a tendance à dire que les combats et les objectifs ne seront atteints que si la moitié de l'humanité vient en soutien à l'autre moitié de l'humanité. Et cela ne sera que profitable à toute l'humanité tout entière. Il faut éviter que les violences faites aux femmes soient banalisées. On se rend compte que maintenant, c'est quelque chose qui est courant. Les gens, quelquefois même, semblent indifférents à ces problèmes-là, et c'est extrêmement important. Et pourquoi je pense nous avons ces problèmes-là? Et je rejoindrai ce que notre collègue disait tout à l'heure, à savoir qu'il y a un peu cette impunité qui existe. Impunité, pourquoi? Parce qu'on se rend compte que tous les textes législatifs sont là, et peut-être que j'interpellerai un peu les Nations Unies à ce niveau-là. Il y a un arsenal de textes juridiques, de conventions, de déclarations, aussi bien au niveau international que régional, mais le problème qui se pose, pourquoi, avec tout ce cadre juridique extrêmement important, on en est toujours là? Certes, il y a eu des progrès qui ont été faits, c'est vrai, mais lorsqu'on fait aussi le bilan, on se rend compte qu'il y a encore énormément de choses à faire. Et pourquoi? Simplement, pour ma part, je pense qu'il y a, et il faut poser le problème, au niveau des chefs d'État, au niveau des gouvernements, qui ont pour la plupart ratifié ces conventions internationales, et elle le disait très bien, il faut la redevabilité des États.
il faut le problème de la redevabilité des États. Les États qui ont ratifié, et pour la plupart sans réserve, les conventions internationales doivent les mettre en œuvre. Et je pense l'exemple de chez nous, le Sénégal, qui est un exemple justement au niveau de la démocratie, où on a encore des textes qui ne sont pas appliqués, alors que la ratification a été faite sans réserve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est trop tard pour dire que maintenant les réalités socio-culturelles nous empêchent de les appliquer. Il faut les appliquer. Et à ce niveau-là, je voudrais demander ce que les Nations Unies font ou peuvent faire. Parce qu'il y a souvent, tous les 4 ans, on impose la commission sur l'élimination, par exemple, je prends la CEDAW ou la CEDEF, sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'endroit des femmes, demande un rapport au pays. Ces rapports sont envoyés. Mais malheureusement, je pense qu'il y a un gap entre ce qui existe vraiment et ce qu'on met dans les rapports. Est-ce qu'il y a des possibilités pour les Nations Unies de faire quelque chose pour que les États qui ont des obligations après avoir signé ces conventions internationales et toutes ces déclarations puissent effectivement les mettre en œuvre? Alors, je voudrais simplement insister sur ce fait que c'est extrêmement important, car vous savez, pour ma part, le développement, la paix et la sécurité et les droits de l'homme sont interdépendants. Et on ne pourra pas arriver à atteindre aussi bien le développement, la paix, si les droits de l'homme sont bafoués. Alors je pense que vraiment c'est quelque chose qui nous interpelle tous. Et ce qui est important, c'est que nous puissions justement, après ces échanges que nous avons eus, mettre en place un réseau qui nous permettrait d'avoir des échanges, qui nous permettrait chacun à son niveau de faire des échanges de bonnes pratiques pour pouvoir faire en sorte que nous puissions peut-être un peu aller de l'avant. Je vous remercie. Thank you, Dior. And just to point out, we're going to tell you more about a network that we're a way that we can communicate. D'un réseau qu'on a mis en place. Merci, Madame Dior. Je vais demander à chacun d'être un peu plus bref, comme ça beaucoup auront l'occasion de participer, et aussi parler un peu plus lentement que les interprètes puissent comprendre ce que vous dites et l'interpréter. Merci, j'ai beaucoup apprécié la contribution de chacun. Je suis Suzanne, l'Institut américain de religion. Donc, je voulais encourager la façon dont l'implication de la religion n'est pas forcément positive tout le temps, parce que des fois, le résultat ou bien ça peut avoir des conséquences pas très positives. Donc, on peut renforcer la dominance de l'homme, parce qu'on a peut-être un clergé qui est composé de 2 hommes, où l'autorité religieuse est exercée. Donc, l'une des recommandations faites que Catherine Marshall et moi on fait sur l'intersection, donc augmenter l'autorité des femmes en religion, parce qu'elles jouent un grand rôle. Et aussi, quand on parle de l'éducation, c'est important de renforcer l'éducation des femmes en matière de religion. On a parlé de l'interprétation de textes religieux, donc est faite par ceux qui sont reconnus comme des savants. Donc, les gens qui sont invisibles ne sont pas entendus. Donc, les hommes ont le pouvoir d'interpréter et de dire comment ils entendent le droit de l'homme ou bien des femmes. Donc, on doit aussi penser à comment encourager l'éducation des femmes en matière de... Donc, si peut-être qu'ils peuvent avoir une position de dirigeante dans leur dirigeant, et ça peut aider à obtenir cet équilibre de l'interprétation en matière de religion. Donc, que les clergés ne soient pas seulement des hommes, mais aussi des femmes. Muchas gracias por el aprendizaje de estos
Donc, au fil des 2 jours qu'on a vus, je voulais parler de la présentation de Madame Suzanne, qu'elle a mis en action avec le résultat des résultats que dans mon pays, en Colombie, où les femmes cherchaient de l'eau. Et on cherche de l'eau et on les a donné les infrastructures, les aider à trouver de l'eau dans la communauté. Et donc, la terre a augmenté de prix. Certaines ont vendu la terre, d'autres voulaient produire et utiliser plus d'eau que ce qui était prévu, et d'autres voulaient que les groupes armés se sont faits avec la terre parce que c'est stratégique pour eux, et il y a eu des tas de problèmes avec l'accès et l'utilisation de l'eau. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il est très important de résoudre la question pratique des femmes par rapport à l'eau, bien sûr, mais encore plus important que cela, voir les effets de ce qui peut se produire en solution de ce problème. Il y a d'autres problèmes collatéraux et du point de vue de la planification, il faut en tenir compte. Je suis aussi intéressé par la conversation, l'intervention du monsieur Carter. Vous savez que la Colombie est dans un processus de négociation avec la FARC et le gouvernement. Et ceci dure avec une guérilla qui dure depuis plus de 60 ans. Cette guérilla a placé des femmes comme négociatrices sur la table de négociation. Ça se passe à La Havane et le gouvernement colombien a fait la même chose. Il y a une sous-commission de genre et elle a invité des victimes à cette table de négociation et à d'autres femmes à cette table de négociation. Je fais partie de ces dames qui sont allées à La Havane pour parler du processus et de l'importance d'inclure les femmes et les points stratégiques des femmes au sein des accords de paix pour la Colombie. Mais Monsieur Jimmy, il est clair que ma voix n'est pas suffisante. Il est clair que nous n'avons pas suffisamment de force parce que la Colombie est experte au l'heure de faire des règles, des accords, de passer des lois, d'avoir des arrêts judiciaires, mais on n'exécute pas tout ça. C'est ça l'inquiétude. Nous avons besoin que ce soit clair que la question des femmes doit rester au sein des politiques publiques et qu'il doit y avoir des indicateurs pour pouvoir mesurer les accords et ensuite, après le conflit. Et c'est là que nous avons besoin de votre appui et en particulier de vous, Monsieur Jimmy Carter, de pouvoir faire pression sur le gouvernement pour que notre voix soit entendue de manière pratique et que ce soit converti en ce qui s'appelle la politique publique. Catherine Marshall de Georgetown University. Oui, j'ai vu le progrès que Suzy mentionnait qui nous a amené de presque rien au niveau du rôle des femmes à une conviction réelle que c'était une force réelle. Je pense qu'il ne faut pas oublier le rôle des preuves, l'éducation des femmes, des filles, qui est mise en valeur par l'éducation. Il y a des résultats. Il y a également des témoins, des histoires qui véritablement peuvent être utilisées et qui sont réelles. Et c'est plus important que les politiques. Mais si ces preuves ne sont pas mises en valeur, on n'aura pas le succès escompté. Ensuite, on se dit qu'il doit y avoir des femmes à toutes les tables. Et c'est une honte lorsque les femmes sont absentes d'une table. On dit que si on n'est pas à la table, on termine sur le menu. Et c'est un problème que nous rencontrons constamment. Il est assez remarquable de voir que ceci n'est pas perçu comme ça devrait l'être. Mais non seulement il s'agit d'avoir des femmes à toutes les tables, il s'agit également des droits de l'homme. Et ceci doit faire partie de tous les ordres du jour. Et ce n'est pas le cas.
Les droits de la femme sont vus comme quelque chose de tout à fait séparé. Et les canaux de discussion pour le Nicaragua, les accords de Thaïlande, l'INCADAM en République démocratique du Congo, le développement pour le Laos, la législation sur le droit de la famille, tous ces thèmes, on essaie de voir comment il y a une connexion. Je pense que c'est tout à fait central et essentiel. Hold on, wait a minute. Are we good with translation? Can we test? Can we hear a test, please? From the booth? Are the buttons working? Can you give me a test back there in the booth? Testing. Okay, yes, now I can hear you. I'm sorry, Kautar, please begin again. Je m'appelle Kautar Al-Khouri et je suis la directrice d'une organisation et c'est une ONG qui travaille avec la librairie d'Alexandrie et certains des leaders religieux d'Al-Azhar et certaines des personnes qui savent beaucoup de choses sur la religion parlent de la publication sur les femmes à Alexandrie. Donc, lorsque les érudits, les studieux font des recherches et les leaders d'Al-Azhar se réunissent pour faire cette déclaration d'Alexandrie, ça nous a amené de l'espoir. Et bien sûr, merci au Centre Carter, merci Monsieur le Président pour votre l'espoir et le travail que vous faites pour la libération des femmes. Et je suis très heureuse que ma première visite aux États-Unis est pour donner plus d'élan à ce sujet. Merci aussi, Monsieur le Président, pour savoir ce qu'il se passe dans nos pays. Mais je voudrais vous demander d'encourager et renforcer davantage les autorités, renforcer l'idée que les autorités religieuses doivent aider les femmes. Parce que dans nos pays, il y a des choses sacrées comme le Coran et la Soura qui sont une identité et une existence. Et nous avons des problèmes avec cela parce que c'est comme si on essaie de mettre de l'asphalte sur la mer. Ça ne donne rien. Je voudrais vous demander d'encourager les personnes qui font des recherches pour essayer d'interpréter la religion d'une manière différente, de telle façon que cela sera utilisé pour libérer les femmes et qu'il y ait une égalité des sexes en dehors des versets du Coran. Parce qu'il y a des versets qui supportent ces idées. Comment est-ce qu'on peut réconcilier ces idées et ne pas avoir ces problèmes? Finalement, je voudrais rectifier cette information que ma collègue Marwa a dit. Et lorsque je suis allé au site d'Al-Azhar, l'idée que le cheikh Al-Azhar a pris par rapport au pilote jordanien, en fait, il a condamné cette action par Daesh et il a demandé qu'il soit tué en utilisant la charia. Et réellement, il est sur la position de la communauté internationale et il est d'accord que il y ait des sanctions comme tout le monde l'a dit. Je vous remercie, Monsieur le Président. Okay, just we'll get that cleared up. Maria, please. Thank you very much, Karen. Merci beaucoup. Merci, Président Carter, de nous avoir invités ici. Je vous remercie pour cette possibilité que vous nous avez donnée. Je voudrais insister sur quelques aspects. Tout d'abord, je sais que vous connaissez la lutte contre la drogue au Mexique, mais je crois que ce serait très intéressant d'avoir quelques mots de votre part au sujet de la pression qui doit être faite sur le gouvernement du Mexique pour que la loi soit appliquée et que le système de sécurité et de justice fonctionne au Mexique, car il y a une corruption et une impunité très importante. Et les choses doivent être claires là. Je voudrais aussi
appuyer ce que Carmine a dit. Nous pouvons rencontrer les leaders religieux, mais il est très important de travailler avec la communauté de croyants, car c'est là que nous pouvons trouver l'appui pour amener les changements nécessaires à l'intérieur de la religion pour appuyer les droits des femmes. Et finalement, je ne sais pas si ce sera peut-être un peu difficile, mais une des choses que l'on observe dans le monde, c'est la présence de l'ONU qui bloque et obstaculise tout ce qui a à voir avec nos droits. Et c'est incroyable de voir à quel point tous les gouvernements du monde continuent à se mettre à genoux devant une association qui viole les droits fondamentaux, qui cachent les crimes sexuels et ne sont pas en accord avec les obligations qui ont été signées sur, par exemple, la Convention sur les droits des enfants et des mineurs. Je crois que c'est incroyable de voir 20 ans plus tard comment les gouvernements continuent à suivre ce qui est dit en termes de nos droits et le droit de la jeunesse par rapport aux droits de la reproduction et les droits de reproduction sexuelle et la formation. Aussi, il a été mentionné durant les réunions, mais peut-être pas suffisamment souligné, la laïcité en Amérique latine. L'État laïque est la seule garantie pour l'exercice des droits fondamentaux parce que l'Église catholique a fait pression sur les politiques publiques pour obstaculiser l'exercice de nos droits. J'ai une question. Je voudrais savoir pourquoi, parce que ça a été mentionné dans les conversations, pourquoi est-ce que les forces police de militaires qui doivent nous protéger sont celles qui nous cassent? Pourquoi est-ce que c'est ceux qui doivent nous protéger du point de vue de notre vie spirituelle violent nos droits? Pourquoi est-ce qu'on doit attendre encore pour que ces violations de droits de l'homme et de la femme, bien sûr, soient violées encore et encore? Eh bien, si je ne réponds pas à tout le monde, ça ne veut pas dire que je ne prends pas de bonnes notes et que je n'écoute pas à ce que vous dites. Nous avons été impliqués dans des conversations avec la FARC et Jennifer McCoy, qui est une femme, est allée à Cuba plusieurs fois pour participer à ces négociations et j'informe le président de tout ce qu'elle me rapporte. Et surtout, j'insiste sur le fait que les droits des femmes doivent être protégés. Et j'étais en contact avec le pape François. J'ai un énorme respect pour lui. Je le connaissais quand il était un défenseur des droits de l'homme en Argentine, avant qu'il devienne notre pape. Et je lui ai envoyé une copie de mon livre et je l'ai encouragé à le lire attentivement et d'en parler. Il m'a envoyé une lettre en réponse en me disant à l'avenir, durant son leadership, je verrai comment le rôle des femmes dans l'Église catholique serait de plus en plus important. On voit déjà quelques effets de cela avec un comité spécial qui a trait aux abus des enfants par les prêtres. Comme vous le savez, certains membres de ce comité étaient des femmes pour la première fois. Je ne crois pas qu'il va aller vers les plein droit comme prêtres aux curés, aux femmes, mais elles auront peut-être une certaine autorité à d'autres niveaux. Et les gouvernements, c'est vrai, sont responsables de la mise en œuvre ou l'interprétation des écrits religieux. Les gouvernements ont toujours l'autorité ultime pour donner l'égalité des droits aux femmes. C'est le cas dans le catholicisme et dans d'autres religions. Je crois que le pape François est très sensible aux abus de filles et de femmes et je crois qu'il fera de son mieux. Il y a une limite à ce que moi je peux faire, bien sûr, mais j'écoute très attentivement tout ce que vous nous dites au niveau de ce qui est possible de faire ou ce qui doit être fait. Et même si je ne réponds pas de manière individuelle, j'ai pris de très bonnes notes de tout ce que vous avez dit pour essayer de vous aider.
J'ai reçu un texte. La sénatrice Gillibrand va nous rejoindre. Président Carter et Marianne, on a décidé à la fin de la journée hier, quand on a vu la liste d'idées, on a demandé à tout le monde de réfléchir à ce qui pourrait être demandé pour nous. On a quelque chose de Nicaragua, etc. J'ai fait un résumé de liste de choses à faire. Il y a des choses qu'on peut faire nous, il y en a d'autres que l'on doit demander à d'autres de faire pour nous. Mais nous voulons vous écouter. On avait quelqu'un du Niger qui disait de l'aide avec les filles Shebab et de l'aide pour lutter contre Boko Haram. On va commencer avec ces conversations pour essayer d'obtenir les ressources, pour aider à trouver une solution pour que vous obteniez ce dont vous avez besoin. Même si ça a l'air que tout le monde parle et on a une liste interminable, ne vous laissez pas intimider parce qu'on va cataloguer tout cela et on va essayer de voir comment on peut agir de la manière la meilleure pour vous. Voilà, la sénatrice arrive et je me coince. Mais dès que la sénatrice sera assise, je vais passer la parole à la voilà. Je vais demander à Jessica Neuwirth de lancer les choses. Tout d'abord, donnons une bienvenue chaleureuse à notre sénatrice. Elle est la dernière victime de nos problèmes climatologiques. Donc, on a des catastrophes de météo ici aux États-Unis. Donc, je pense que vous l'avez remarqué. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps avec vous. Donc, on va utiliser ce temps bon escient. Donc, je veux que le président Carter vous ses remarques de salutation. Je ne veux pas prendre assez de temps pour le sénateur. Je pense que c'est pour dire que dans le gouvernement américain, je vais inclure la Maison-Blanche et aussi le Congrès. On a une championne qui est déterminée à lutter pour les droits de l'homme et les droits des femmes, dont je l'ai rencontrée plus tôt à une conférence des femmes. On a parlé brièvement. Elle essaie de sa manière, de façon légale et éliminer l'oppression dans notre pays, dans les milieux, dans l'armée, sur les campus. Et donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à notre sénateur et elle va nous dire ce qu'elle est en train de faire et ce qu'elle va faire dans l'avenir et comment elle peut nous aider. Donc, ce que le gouvernement américain fait a un effet profond dans tous vos pays et aussi sur l'ONU. Donc, sénateur Gillibrand, nous sommes très ravis de vous avoir parmi nous. Merci, Monsieur le Président. Je suis très honoré d'être parmi ce groupe intéressant de peuple qui parle de sujets très intéressants dans notre monde. Donc, je vois la violence sexiste. Donc, comment prendre des mesures. J'ai lu son livre, j'ai beaucoup aimé ça. Donc, j'ai lu aussi écrit un livre pour que la voix des femmes soit entendue. Donc, la notion, pourquoi est-ce que la voix des femmes est si importante? Parce que les expériences et les vies des femmes sont différentes, les perspectives, les priorités sont différentes. Donc, si la voix des femmes sont entendues en combinaison avec la voix des hommes, donc, on a toutes les perspectives qui sont représentées. Donc, les solutions sont différentes. Et donc, à partir de ces problèmes, de ces solutions, donc ça nous donne à avoir des gouvernements plus forts, des économies plus fortes. Donc, en matière de violence, il y a les agressions sexuelles en armée et sur les campus. Les problèmes ne sont pas similaires parce que dans les deux cadres,
c'est les faveurs. Par exemple, dans le cadre militaire, donc les décideurs sont dans les mains des commandants. Ils ne sont pas des avocats, ils ne sont pas formés nécessairement, ils ont des préjudices. Donc la justice n'est pas aveugle. Donc, ils vont protéger ceux qui sont favorables ou bien l'officier plus favorisé. Donc, leur ami. Donc, ils ne mettent pas l'accent sur comment rendre justice. Donc, ils ont besoin de système militaire de justice qui est juste parce qu'ils rendent service à notre pays. Mais sur le campus des universités, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas similaire parce qu'au campus, on a des institutions, l'université, qui sont plus intéressés à protéger leur réputation, ou bien plus que la réputation de ces victimes, ou bien protéger le joueur de footballeur plutôt que ce survivant de victimes. Donc, que ce soit dans l'armée ou bien sur le campus ou bien sur la ligue de football américaine. Donc, la personne qui est privilégiée, c'est pas la femme, c'est pas la victime. Donc, j'ai créé cette narration de ramener des gens ensemble. Donc, ils ont fait des déclarations. Je dis, est-ce que vous valorisez les femmes et les enfants dans votre société? Donc, il faut voir comment les femmes sont payées pour le même travail. Donc, si dans votre pays, les femmes ne sont pas payées autant que les hommes, donc il y a injustice. Si vous ne leur apportez pas leur soutien dans leur travail ou bien la crèche pour les enfants. Donc, il y a beaucoup de barrières pour les femmes pour atteindre leur potentialité. Et donc, je suis vraiment reconnaissant au président Carter d'avoir réuni et convoqué cette réunion qu'on attendait depuis des décennies. Et donc, ça va nous aider à faire des progrès sur ces problèmes. Je suis très optimiste parce que dans le cadre des campus universitaires, il y a beaucoup de membres du Congrès parce qu'ils voient leurs filles aller aux universités et ils voient leurs propres modèles qui prennent de mauvaises décisions. Donc, quand ils voient ça dans leur propre vie, donc quand on a des agressions sexuelles sur le campus, donc ce que la législation fait, donc si les gens ne rapportent pas ces violations, il y a des peines qui sont imposées. Donc on a des questionnaires pour chaque étudiant à remplir. Donc ça nous permet de mieux travailler entre les universités et la justice pénale parce que le système de justice de droit pénal ne travaille pas non plus. Donc, si on conjugue les deux efforts, alors on a un plan en place. Pour ce qui est du militaire, c'est très difficile parce qu'on est en train de lutter contre une institution très forte parce que le ministère de la Défense, donc c'est eux qui décident comment ils impliquent les femmes dans les combats. Donc, ce n'est pas facile de surmonter ces obstacles. Donc, parce que si on le fait, ça va entraver l'ordre et la discipline dans ce corps. Donc, je pense que dès qu'on arrive à ce dynamisme sur le campus et arriver à changer le statu quo dans l'armée, ça va aider à obtenir des résultats à l'avenir. Donc, merci pour votre support. J'ai passé le temps. Je suis membre du comité
concentrée au problème de l'armée. Donc, j'ai beaucoup passé de temps sur ce problème. Il y a beaucoup de choses qu'il a dit. Il est d'accord que les problèmes de viol n'étaient pas, c'était pas dans le cadre de l'ordre. Donc, 62% qui se sont prononcés ont eu de répercussions. Donc, il dit qu'il n'y a pas de tolérance. Donc, il veut que toutes les solutions soient apportées à la table. Et au même moment, on reconnaît que la chaîne de commande est très importante en cadre de combat. Mais c'est difficile à concilier ces choses avec le système judiciaire. Donc, il est ouvert à étudier le problème et à proposer des solutions. Le président prend ce problème très au sérieux. Il a fait des déclarations vraiment véhémentes. J'essaie de le convaincre. Comme en tant qu'exécuteur, il ne doit pas supporter ceux qui prennent des décisions. Donc, je travaille avec lui à la Maison-Blanche. Donc, ce n'est pas une balle magique qui va régler les problèmes. Mais comme vous améliorez le système judiciaire et qu'il y ait de transparence et de responsabilité et de fiabilité, ça va augmenter la confiance dans ce système et encourager plus de victimes à se prononcer et à dénoncer ces viols. Nous avons beaucoup d'alliés dans le monde sur les problèmes militaires. L'Australie, le Canada, l'Israël, l'Angleterre et l'Allemagne et les Pays-Bas. Donc tous ces pays ont décidé que les femmes et hommes dans l'armée n'ont pas les mêmes libertés parce que les décisions sont prises par des commandants. Donc ces problèmes doivent être traités par des avocats qui sont formés sur le plan militaire. Mais ce qu'ils font, donc ils ont plus d'assistance du système pénal. Donc, quand on a demandé que si un membre dans l'armée peut servir comme un gay, les gens nous ont contesté, mais on a pu le faire. Donc, les mêmes arguments reviennent. Donc, si quelqu'un ne connaît pas l'accusé, ne connaît pas la victime, et que son travail est de déterminer est-ce qu'il y a assez de preuves pour que ce cas soit poursuivi en justice. Donc, on dit, il n'aurait pas pu faire ça, il a une femme et des enfants. On a besoin de cette personne qui va décider que ce cas doit être poursuivi parce qu'il y a assez de preuves. Merci, Madame Sénatrice Gillibrand. Donc, les femmes qui ont des problèmes de postes dirigeantes qui sont défenseurs des droits des femmes. Donc, nous sommes vraiment encouragés par votre soutien. Donc, le centre Carter, donc, nous demande à Boston, sur les universités de Boston. On a contacté le centre Carter parce qu'il y a eu de ces cas d'agression sexuelle. Et vous avez aussi contribué à ces efforts. Donc, je sais que vous n'avez pas assez de temps. Donc, on va prendre quelques personnes pour dire ce que nous sommes en train de faire. Donc, on aimerait obtenir un rendez-vous avec le sénateur chargé des affaires des femmes. Donc, vous nous donnez un cadre de discussion dans lequel on va évoluer.
Je pense que Jessica en a parlé aussi, et aussi l'envoyé spécial de l'Union africaine. Merci, je vais commencer en remerciant le Centre Carter avec ses déclarations très fortes pour apporter son soutien, et aussi la sénatrice Gillibrand pour sa présentation qui donne beaucoup d'inspiration. Donc, à ce moment, on a parlé de traité de femmes, de paix, de sécurité. Ce n'est pas un nouveau sujet. Donc, c'est bien connu qu'il y a cette violation des droits de femmes. Donc, on a parlé de résolution 1325. Comme le président Carter l'a mentionné ce matin, ce qu'on fait, ce qu'on est en train de faire, on a fait déjà, n'a pas marché. Donc, les résolutions du Conseil de sécurité 1325 est le résultat de cet échec. Donc, c'est que la sagesse et l'expérience des femmes ne sont pas considérées dans ces traités. Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas très longtemps que, à moins que vous ayez un fusil, vous n'avez pas place à la table de l'ONU. Donc, les portes ne sont pas ouvertes à tout le monde, à l'ONU. Donc, vraiment, c'est vraiment quelque chose auquel on doit faire attention pour ce qui est de la communauté internationale. Donc, la communauté internationale invite les hommes avec les fusils. Et ceux-là, et puis ils n'invitent pas ceux qui on veut leur faire entendre leur voix. Et c'est vraiment un problème. On entend ces mots poétiques sur la violence, comment on va surmonter l'oppression et la violence. Et j'espère qu'au cours des 2 jours, on a eu des discussions vraiment vives. Des fois, les gens pensent que l'utilisation de la force est nécessaire, mais on doit recadrer la façon dont nous utilisons la force dans le cadre de la loi. On veut que la force soit utilisée qui peut arrêter l'impunité pour ce qui est de la violence contre les femmes. Je ne peux pas parler de loi sans nous rappeler que pour ce qui est, nous sommes l'un des 7 pays au monde qui n'a pas ratifié le document CEDAW. Et donc, je dois mentionner au président Carter qu'en 1970 a supporté la campagne sur le droit de l'homme dans la Constitution. On n'a pas ce cadre légal, mais on a des lois qui sont très fortes, très puissantes. Il n'y a pas de doute. Mais le défi que tout le monde rencontre ici, c'est l'impunité. Donc, c'est la volonté, le manque de volonté politique. Donc, essayer de changer de direction et pour que les lois soient mises en application. Parce que le problème, ce n'est pas les lois. Mais dans les pays où il y a la corruption et dans les forces de l'ordre ou bien dans le gouvernement, c'est difficile de mettre en application ces lois. La plupart de nos expériences revient à parler du monopole politique. Donc, les femmes se retrouvent toutes seules et ça fait que ces pourparlers de paix n'ont pas assez de succès.
Donc, quand les femmes sont sorties dans les rues à Yémen, et dans la plupart des cas, justice a été rendue. Et on a noté aussi au Nigeria ou bien dans d'autres pays, c'est pas facile pour les femmes de descendre dans les rues parce qu'il y a pas la liberté d'expression et d'association. Je pense que on doit changer de direction, trouver l'équilibre avec l'association, la société civile et inclure les leaders de communauté et avoir le support du public. Et je pense que le Centre Carter à un plus haut niveau peut nous aider à faire ce changement de direction. Et j'étais dans un village reculé, j'ai dit, est-ce que le président Kabila a jamais condamné les agressions sexuelles? Il dit non. Donc, ici, nous sommes tous ravis et reconnaissants au président Carter pour son dernier livre, L'appel à l'action. J'ai été au Somalie, Soudan. La collègue qui a été là-bas, on va l'écouter. Jessica a parlé des ressources. Ça va prendre comme 3 milliards de dollars. Et le président est en train de décider comment aborder ce sujet. Donc, il y a de l'arsenal nucléaire que nous espérons ne sera pas utilisé. Donc, c'est des fonds qu'on voit et comment les distribuer. Donc, il y a l'éducation des filles. Et donc, c'est pas la loi. Donc, cette éducation qui manque, qui peut causer le terrorisme. On veut changer comment les gens pensent. Nous savons ce qui marche. Donc, je voulais passer la parole à Mme Benata Diop. Elle a travaillé plusieurs années avant de joindre l'Union africaine. Pour commencer, j'aimerais d'abord remercier le président Carter et Mme Carter. Et donc, vous avez vraiment fait beaucoup dans notre continent, l'Afrique, en aidant nos démocraties. Et aussi au cours des élections au Libéria, je vous ai rencontré. J'ai guidé les 20 femmes qui étaient là comme observatrices. Et vous avez contribué beaucoup avec pour ce qui est de la démocratisation de notre continent. Et aujourd'hui, je voudrais dire que, avec ce que j'ai dit, que parler des solutions qu'on a sur le continent, Libéria donne un exemple, le mouvement des droits des femmes, le mouvement de paix. Les femmes africaines sont résistantes. Hier, j'ai parlé du protocole du droit des femmes. Et donc, mettre ce protocole en place. Souvent, on oublie le principe avec M. Zuma, qui est président de la Commission de l'Afrique. Ici, on a aussi le Rwanda. On a vu dans mon pays même, au Sénégal, plus de 40% des femmes. Malgré ce progrès, on se rend compte qu'il y a beaucoup encore à faire. Et carrément, on s'est retrouvé en Somalie. Et ce que la sénatrice Gillibrand a dit, je suis d'accord. Donc, il faut la tolérance zéro pour les combattants, parce que nous avons besoin qu'ils protègent le peuple.
et que des fois, on aurait besoin de policières. Parce que si une femme sort et qu'il voit la femme, le visage de militaire, voilà la réalité sur le terrain. Donc, quand on demande aux femmes de faire partie du système militaire, on ne pense pas comment on doit leur fournir l'espace et l'environnement qui leur permettent d'exercer leur rôle. J'étais membre du comité d'enquête au Sud-Soudan pour la gouvernance du président Obasanjo. On a discuté le problème d'impunité, mais qu'est-ce qu'on en a fait? C'est un grand problème. Notre report n'est pas encore sorti. Je ne peux même pas en parler en public. Mais ce qu'on sait, c'est que les femmes du Sud-Soudan disent qu'on doit briser le cycle de violence. Et puis, on doit peut-être réconcilier. La réconciliation, on a besoin de la justice. Donc, vous allez voir qu'il faut aborder ces problèmes. Et aussi, il y a les nouveaux phénomènes, comme Al-Shabaab. J'étais au Nigeria en décembre. Mes sœurs sont ici du Nigeria. Mais toutes sont impliquées dans la lutte pour leurs propres droits. Mais j'ai rencontré Shibokom qui est revenu. J'ai rencontré des femmes qui attendent toujours. Et j'ai discuté avec eux personnellement et leur demandé quels sont les problèmes. La mère dit, je ne dors plus, je ne sais plus, je ne sais pas où est ma fille, mais je dois prendre soin de ma famille parce que j'ai d'autres enfants. Et les filles, Shiba, elle m'a dit, je veux l'éducation. Elle a rencontré Malana et d'autres personnes. Elle dit, je veux une éducation. Est-ce que les gens peuvent m'aider à rester à l'école? Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Je pense que cela nous interpelle tous. Comme ce que le président Carter dit dans son livre « Call for Action », l'appel à agir. Donc, et aussi, on doit voir aussi comment prévenir les causes qui entraînent les conflits. On les connaît, mais on n'investit pas assez. On sait que quand le problème arrive, on a les militaires, mais ça coûte cher. Et combien de milliards on a mis dans la lutte contre Boko Haram? Donc, mais c'est juste un peu qu'il faut pour éduquer une fille, pour que les femmes ont un hôpital dans les milieux reculés. Ça coûte très peu pour qu'il y ait une école. Et puis très peu pour que les femmes dans les zones agricoles, pour les aider. Mais on investit plus dans l'armement. On investit plus alors qu'on cherche d'autres moyens. La sécurité humaine. Peut-être qu'il faut penser autrement. Pas seulement en Afrique, mais sur le plan mondial. Pourquoi qu'est-ce que nous faisons qui ne marche pas? Qu'est-ce qui manque? Donc, on doit se poser ces questions. Je n'ai pas beaucoup de réponses. Mais je n'ai pas beaucoup de réponses. Mais l'une des réponses, mais le fait que nous sommes ici réunis avec le président Carter et qu'on a cette discussion, ce dialogue avec les musulmans, les chrétiens et la société civile et les femmes. Donc, ce genre de forum doit continuer, pas seulement ici, mais aussi sur les terrains dans la plupart de ces pays. Et aussi le site Internet qu'on a vu
C'était formidable. S'il vous plaît, revenez en Afrique. Et les femmes et la société civile vous remercient. Merci. Donc, pour évoluer, on va écouter 2 autres personnes. On va donner l'espace aux femmes qui rencontrent ces défis. Donc, nous passons la parole à Fatima. J'aimerais vous remercier vivement. Pour commencer, j'aimerais vous remercier très sincèrement. Merci pour l'invitation, pour participer à cette réunion vraiment formidable. J'aimerais parler, Monsieur le Président, je suis 45 ans. Depuis que j'avais 10 ans, j'ai rêvé de la paix. Avant, il y avait la guerre entre l'Iran et l'Irak, et puis la dévastation et aussi la chute du régime. Et tout cela nous a poussé à penser à la paix. Monsieur le Président, je voudrais vous dire que malgré toutes ces souffrances, nous vivons maintenant des situations plus difficiles à cause du terrorisme et des déplacements internes et la violation de la personne des femmes. Et même dans le passé, on n'a pas distingué, fait la différence entre musulmans et chrétiens. Mais maintenant, tout est fait au nom de la religion. Ils empêchent les filles d'aller à l'école à cause de la religion. Mais ça ne veut pas dire qu'on est là, les bras croisés. Nous avons organisé les organisations des femmes et puis on a aussi travaillé pour l'éducation des femmes et apporté le soutien des femmes sur le plan politique et économique. Et on a pris beaucoup d'initiatives et travaillé ensemble avec le clergé. Mais il y a beaucoup à faire. Donc, ce que je voudrais vous demander, Monsieur le Président, c'est d'apporter votre soutien à toutes les initiatives et efforts de paix que les femmes sont en train de mener et puis renforcer les traités internationaux et conventions et faire cesser l'extrémisme. La chose la plus importante que je voulais dire, ma mère a dit que l'Amérique est grande et c'est resté, j'ai gardé ça à l'esprit. Donc l'Amérique est un grand pays, nous a libérés du régime de Saddam. Maintenant, je me demande si l'Amérique est aussi grande pour nous libérer du terrorisme et aussi des pays environnants qui soutiennent le terrorisme, bien encouragent le terrorisme et aussi aider les organisations de femmes qui prennent des initiatives pour la paix. Merci, Monsieur le Président. La sénatrice doit nous quitter, mais avant qu'elle nous quitte, je voudrais qu'Adeline nous parle de tout ce que nous faisons pour établir ces connexions. Merci infiniment. Je m'appelle Sana Mandelini, cofondatrice de la société civile d'Action. C'est vraiment un privilège d'être ici avec vous. Revenons. ICANN est une organisation très petite et on se dit que puis-je faire, que pouvons-nous faire? Et ensuite, on passe au niveau du travail en réseau. Donc, le moi-je est très important ici. Nous avons un document qui est assis dans le monde dans lequel vous habitez. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ce document sur la sécurité et la paix des femmes contient
du langage qui parle des politiques de développement, d'aide. C'est très important parce que lorsque nous avons des sanctions, les implications pour les femmes sont profondes lorsque l'on a le genre de choses qui se produisent en Irak. C'est important. On ne peut pas dire nous croyons dans le droit des femmes d'un côté et avoir des politiques et des actions qui ont un état dévastateur. L'hypocrisie est trop évidente. Il faut donc que cela soit tenu en compte. Deuxièmement, nous sommes dans le processus de développement d'un ACAN qui est un outil de meilleure utilisation pour la paix, ce qui veut dire que l'on inclurait les femmes dans les processus de paix. J'essaie ici, je crois que les États-Unis pourraient montrer la voie à suivre. Nous avons besoin de ce leadership et c'est quelque chose qui peut faire une différence parce que la présence en Afghanistan, en Syrie, en Libye, faisons-le, ne soyons pas simplement les beaux parleurs. Et également, les États-Unis font la formation de maintien de la paix en Afrique. Que faites-vous par rapport aux droits de l'homme, aux légalités des sexes? J'ai travaillé avec des Somaliens. C'était un secret de polichinelle qu'il y avait des trafics d'êtres humains, traite de blanches. Tout le monde le sait, mais personne ne voulait en parler. Je suppose que maintenant, ça y est, c'est parti. C'est retransmis. J'espère que ça s'est arrêté depuis, mais si les États-Unis font de la formation et de l'entraînement, ce ne devrait pas être une demi-heure, peut-être, de droits de l'homme qui sont enseignés par des spécialistes en la matière. Il faut que ça devienne le centre des opérations de maintien de la paix, la protection des services aux communautés. Il y a donc un rôle essentiel à jouer. Et pour terminer sur la question du viol, que ce soit sur l'université ou dans l'armée, on a beaucoup parlé du parquet, mais les poursuites, c'est un rêve distant. Il faut faire passer la peur et la honte sur celui qui commet l'infraction. Le soldat qui commet ce viol, de quoi a-t-il peur? Essayons de mettre la pression sur lui pour qu'il comprenne, que ce soit en RDC, en Irak ou ailleurs. Et on a de différentes manières d'impliquer la communauté pour qu'il y ait une responsabilité des gouvernements du départ, de la base, mais il faut bien sûr aussi un appui de la communauté internationale. Il faut une volonté politique. On en est à un point où certains d'entre nous se disent l'ONU est née des cendres de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce qu'on a besoin de nouvelles cendres? L'idée ici, dans nos conversations, c'est que il faut aller de l'avant et il doit y avoir une collaboration entre les personnes qui sont sur le terrain et qui sentent les effets et l'impact. Et les politiques, les législateurs sont des supposés leaders qui n'ont aucun sens de la responsabilité. Mettons-nous tous ensemble, discutons de l'avenir. Un exemple que l'on fait, nous, à New York, nous avons la Commission sur le statut des femmes. Nous avons une table de discussion sur les opérations de paix de l'ONU. Il y a 16-17 plans différents et ce sont des hommes avec peu de femmes. On va faire l'inverse. On va inverser le ratio majorité de femmes, peu d'hommes. On va essayer de trouver des gens qui sont des pays qui ont eu une présence ONU pour nous dire ce que l'ONU devrait faire par opposition à ceux qui ont mené ces opérations. Et donc, on fait l'inverse et ça va, je pense, être essentiel et ça doit devenir la tendance. Eh bien, Président Carter, je vous cède la parole. Bien, c'est super d'avoir Christine ici. Elle doit nous quitter dans quelques instants, mais je voudrais lui demander qu'est-ce que ce groupe peut faire pour t'aider. Et on va envoyer une délégation à Washington pour avoir des rencontres, même certaines personnes dans la Maison-Blanche. Dis-nous ce qu'on peut faire maintenant avec un commentaire ou faire un suivi avec moi par après. Parce que
quand on ira à Washington, ce qu'on fait après une des séances comme celle-ci, des sessions comme celle-ci, on veut pouvoir porter un message. C'est très simple en fait. Les idées que j'ai écoutées sur ces quelques minutes sont très intelligentes et vont amener du changement. Il est important d'être écouté, je pense. Et les voix dans cette salle n'arrivent pas à toutes les tables de décision, les salles de décision. L'appel à l'action, pour moi, c'est de demander aux femmes de voter, d'être impliquées, engagées, d'être candidates aux postes de responsabilité. Parce que quand les femmes sont dans des postes de décision, elles décident où les ressources doivent être placées, ce qui doit être la priorité. Quand les femmes sont dans des positions de leadership, on voit la différence au niveau de l'air pur, de l'eau pure, d'initiatives au niveau de la santé plutôt que des investissements dans l'armée ou dans des guerres. Et donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut se faire entendre, se faire écouter et savoir ce que les perspectives et les expériences sont et qui ne sont pas peut-être écoutées. Les opinions ici ne sont pas les opinions de Washington, c'est pas ce qui est à la mode dans la capitale de notre pays, ce n'est pas ce qui s'écoute dans les capitales du monde, ce n'est pas du tout le cas. Et c'est parce que majoritairement, les femmes ne sont pas en position de pouvoir, majoritairement. Les femmes, donc, doivent chercher à occuper ces postes et elles doivent devenir plus transactionnelles. Les femmes ne demandent rien. Chaque leader élu dans ce pays, la femme est celle qui décide. Le président Obama est président des États-Unis parce que les femmes, majoritairement, étaient en sa faveur. Est-ce que les femmes des États-Unis ont demandé quelque chose? Non, on n'est pas payé au même niveau. On n'a pas de salaire minimum. Nous sommes le seul pays industrialisé qui n'a pas de congés payés. Et c'est problématique. Et on doit exiger des résultats et on doit exiger de voir des actions prises sur ce qui est important pour nous. Il faut y aller, il faut insister, il faut faire en sorte que tout le monde comprenne que nous faisons ce qui est de meilleur et pour notre communauté. Mais nous ne demandons pas pour le pouvoir et ça doit changer, sinon ça continuera à ne pas marcher. Ce que j'ai vu, c'est que beaucoup d'entre vous avaient travaillé pour de nombreuses années, pendant des dizaines d'années, et l'aiguillon n'a pas pénétré suffisamment loin. Les femmes et les jeunes filles sont encore l'instrument de la guerre. C'est encore quelque chose qui est propriété de quelqu'un d'autre. Les voix des femmes et des dames ne sont pas écoutées, même aux États-Unis. Et donc, je suis d'accord avec les ambitions et les objectifs de tous et toutes ici. Je veux vous aider. Quelque chose doit changer, sinon le succès n'est pas à la clé. Et je crois que ça a à voir avec prise de responsabilité, nous faire entendre et être écoutés. Eh bien, voilà une belle manière de terminer. C'est d'accord, on est d'accord, on sera en contact. Je vais te remettre sur ta voiture parce que je sais que tu dois nous quitter. Merci infiniment d'être venu. Et voilà, ils vont se dire au revoir. Comme dit auparavant, le président Carter a dit aussi, certains d'entre nous seront à Washington DC la semaine prochaine. On continuera donc cette conversation. On va en rester là pour l'instant. Nous allons passer à l'heure du déjeuner. Certains ont demandé d'avoir accès au résumé merveilleux de Suzanne. Ce sera disponible à un moment donné de la journée. Et également, nous avons une déclaration qui a été rédigée pour cette conférence et cela va circuler pendant l'heure du repas. Vous aurez le temps de voir ce qui a été repris. C'est assez bref.
mais nous voulons que vous rajoutiez les idées que vous pourriez avoir au niveau de l'engagement. Le Centre Carter s'engage. Nous allons voir ce site web. Nous nous engageons à ce que les conversations soient soutenues et continuent. Mais comme l'ambassadrice a mentionné ce matin, il faut que vous lisiez cette déclaration en rajoutant sur un bout de papier ou nous envoyer par courriel ce que votre engagement est. Allons donc déjeuner et nous continuerons juste après cela. Merci infiniment.